On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Yvette. Enfant, elle mène une existence heureuse en Bretagne. Elle grandit à Plouha, entourée de ses parents aimants, tous les deux bouchers, et c'est sans doute grâce à ce cocon d'amour qui l'entoure qu'Yvette se lance dans le métier. À son tour, elle tiendra la caisse de la boucherie et sera ainsi l'oreille attentive et le sourire qui réconforte quand la vie nous tourmente un peu. Enfin, il y a Jacques, son grand amour, un papa investi et un mari marin qui, entre attente et retrouvailles, donne le tempo à toute la famille. Bonne écoute! Yvette, le 18 janvier 1939. Je suis née à Plouha. Mes parents tenaient une boucherie à Plouha. Mon père était l'aîné d'une famille de 9 enfants à Plouha. Il se plaisait pas à la ferme. Il avait un oncle à Saint-Brieuc qui était boucher, qui lui a proposé de l'embaucher. Il a profité de l'occasion, il a appris son métier. Et de là, le tonton lui a dit « Tu pars à Paris te perfectionner ». Il est parti 2 ans, il a travaillé avec des différentes boucheries. Mais il fallait qu'il se marie pour acheter un fonds de commerce. Il est venu en vacances, il a rencontré maman à une fête, quai des tables. Ils se sont vus plusieurs fois, elle est repartie. Ils ont vécu là-bas. Ils ont vécu plus de 10 ans parce que j'ai un frère qui est né et comme ils n'avaient pas de place pour l'élever, c'est ma grand-mère d'étape qui l'a élevé. Mon père avait la nostalgie de Plouha. Il a voulu revenir à Plouha en fin 37. Et il voulait avoir un autre enfant qui puisse élever eux-mêmes, surtout mon père. Alors, il a rencontré son oncle qui est venu lui présenter sa petite fille. Il a dit, moi je veux une petite fille comme ça. Et j'aurai. Et je suis née 1 an après elle. On dit que je lui dois la vie, mais c'était la joie de la famille d'avoir une fille. Et j'avais un frère qu'ils avaient repris quand même à Paris 2 ans, qui était là, qui avait 10 ans et demi de plus que moi. Ma maman était dans une ferme où le papa est décédé et il fallait aider à la maison, ils étaient 3 enfants. Elle a fait de la couture qu'elle a apprise avec la voisine. Pour elle, elle a trouvé beaucoup de joie à Paris. Papa était content d'être ici, mais elle a toujours regretté la vie de Paris. Parce qu'ici, c'était pas la même vie, il n'y avait pas de congé, il n'y avait pas de dimanche, il fallait travailler tous les jours. J'étais brune, j'étais de bonne taille pour mon âge, mais je sais plus combien je faisais. Et quand j'avais 7-8 ans, j'avais un gros nœud dans les cheveux. Et c'était la mode, il paraît. Ah, moi, je trouve ça pas beau maintenant quand je vois le gros nœud sur le côté. Il paraît que j'étais pas difficile, que j'avais bon caractère. Mon père avait tendance à me gâter. Et il m'offrait des cadeaux quand il avait fait un bon marché, poupées, aménia. J'avais des parents heureux. Ben oui, c'était une très grande maison, c'était la boucherie qui donnerait sur la route. On montait les marches, on arrivait dans la grande cuisine. De l'autre côté, c'était la salle à manger, où on allait quelquefois manger avec une cheminée, un escalier et 3 grandes chambres en haut. Alors quand j'étais à la maison, toute petite, on jouait à la dinette, aux poupées, et j'avais une voisine qui venait jouer à la corde, le ballon au mur, et mon père avait installé
dans le grenier, dans les bâtiments, une balançoire. Il y avait de la paille en dessous. Je voulais faire enseignante. Mon père n'a pas voulu que j'aille à l'école normale. Il avait idée que c'était des partis socialistes, communistes. Mais... Alors, les autres profs m'ont dit, il y a une école à Lamballe, qui est une école de jeunes filles, et je me plaisais pas en pension. C'était la pension le midi, on dormait chez des gens, où il y avait un monsieur qui montait quand il tapait à la porte. Ah, mes parents étaient venus voir ce qui se passait. La dame avait dit, n'ayez pas peur, il boit, mais il n'est pas méchant. Et mon père, quand il venait me voir, il voyait bien que je me plaisais pas. Il me dit, si tu te plais pas, il y a du travail à la maison. Et puis, au sport, je me suis démis l'épaule. Je suis rentrée à la maison et j'ai jamais pu repartir. Mon oncle avait mis une machine à écrire dans son bureau pour tous ceux qui voulaient apprendre. Mais on apprenait nous-mêmes. Ça m'avait plu. Pour pas perdre, j'ai suivi des cours par correspondance pendant 2 ans pour préparer mon CAP et mon BEP commercial avec sténo, dactylo, comptabilité, anglais, commercial. J'étais bien notée. Première année, j'ai eu mon CAP facilement. BEP, ça a été plus dur parce que la sténo, c'était maman qui dictait et j'ai eu une mauvaise note en sténo. J'étais au ras, quoi. C'était des chiffres courbés, tournés, forme A, forme je sais pas quoi. Fallait les apprendre et faire des phrases. Et avec ça, en relisant, on tapait sur notre machine à écrire. Et vous, du coup, ça vous plaisait de faire ça? Et ça me plaisait. Le maire du Patelin, qui était un ami de mes parents, tenait une étude de notaire. Il est venu me chercher et me demander si je voulais venir, qu'il avait une place. Et j'ai refusé. Je voulais plus aller travailler dans un bureau, c'est compliqué. Je voulais travailler à la boucherie. C'était une grande façade en ciment et tout le montant était en bois de chaque côté avec des vitrines où il exposait sa viande. Il n'y avait pas de soleil du côté-là. Et puis c'était marqué boucherie moderne. Et il avait pris la boucherie comme ça s'appelait comme ça. Il allait chercher ses bêtes à la campagne du côté de Calac, sur les marchés, le mercredi. Autrement, chez les cultivateurs, venaient dire, on a un veau. Les agneaux, c'était au moment de Pâques, il n'y en avait pas beaucoup autrement. Il y avait un abattoir où mon père tuait les bêtes. Il y avait un petit endroit où on mettait les veaux, et c'était important que les bêtes se reposent avant de les tuer pour avoir de la bonne viande. On avait de la bonne viande dans le temps, c'est pas comme maintenant. Hein. On dit que ça vient de là. Et la bête était pas stressée, elle se reposait, et elle était tuée le lendemain. Il avait un camion. Il pouvait mettre 2 vaches, ou alors une vache et 2 veaux. Et j'aimais bien aller de temps en temps avec lui à la campagne. Il parlait breton, il était de Ploie. Maman était d'Étable, elle parlait patois, donc on pouvait pas parler breton à la maison. Mais quand il y avait des personnes de la campagne qui venaient, leur plaisir, c'était de parler de ce qu'ils voulaient comme viande en breton. Mais à la campagne, là-bas, ils connaissaient que le breton. J'avais plaisir de voir mon père, comment il parlait le breton. Et mon père était généreux, il comptait pas. Quand il y avait des gens de la campagne qui avaient du mal à payer, il pesait pas, il faisait un prix. Il mettait pas sur la balance. Il donnait. J'étais à la caisse, j'ai appris à travailler la viande. Avec maman, elle m'apprenait à faire la cuisine. Je faisais le ménage. Et puis j'avais la relation avec les clients qui me plaisaient beaucoup. Ah, il y en a qui se confiaient, des dames. Surtout celles qui étaient femmes de marins et qui avaient leur mari parti. On savait tout de suite leurs soucis, leurs chagrins. Et mes parents disaient toujours, ça sera mieux que tu rencontres un marin que pas. Ils sont souvent en voyage, elles sont heureuses, c'est pas comme dans le commerce ici. Et moi, j'avais pas envie de rencontrer un marin pour être séparée de mon mari. À 15 ans, j'allais encore à la messe, parce que mon père allait. Et j'ai arrêté, et à 18 ans, quand j'étais à la maison, est arrivé un aumônier jeune à la paroisse, qui est allé voir dans toutes les maisons où il y avait des jeunes pour les inviter. C'était la GAC, la Jeunesse Agricole Catholique. Et c'était un mouvement qui réunissait des jeunes chrétiens qui essayaient de faire passer leur foi à d'autres. On m'a présenté, 6 mois après, la responsable. C'est devenu ma plus grande amie. Quand je voyais comment elle s'occupait des autres, qu'elle allait rendre service,
J'avais envie de faire pareil. J'ai été prise dans cette réunion-là. Ça a changé ma vie. Alors, dans ma tête, c'était, si je me marie, c'est de rencontrer quelqu'un qui a le même idéal que moi. Autrement, je pourrais pas. Il s'appelait Jacques. Il passait tous les jours devant chez moi. Je le connaissais à dire bonjour et de garçon sérieux. Je le voyais aller à la messe avec ses parents le dimanche, mais là, ça m'intéressait pas. On était jeunes, hein. Il est parti faire sa première école de navigation. Alors, sa maman était cliente chez nous. Elle était contente de nous dire qu'il avait réussi. Et puis, on a été à un enterrement ensemble. On s'est trouvés pas loin. Et on s'est assis quand il fallait pas. Il y a eu quelque chose. Oh, il était pas mal. Alors, il était beau garçon, il était un peu plus grand que moi, il avait beaucoup de cheveux, très souriant. Un mois après, j'ai reçu une lettre, je trouve plus le nom, de Tunisie, où il faisait son service militaire. Et puis, sa première lettre, c'était une demande de savoir si j'étais libre. Parce qu'il avait des vues sur moi, il aimerait bien me rencontrer, mais qu'il fallait, si j'étais pas libre, il fallait considérer sa lettre comme nulle. Ah, ça m'attendait pas, hein. Ah, j'ai répondu, bien sûr, en disant que j'étais libre, et que j'étais libre de sortir. Ben, il me parlait d'avenir, qu'il aimerait bien construire un foyer sérieux, avoir des enfants. Alors, il est arrivé, et puis il est venu. Eh ben, on avait l'air, on s'était échangé beaucoup dans le courrier, hein. Eh ben, on avait l'air de pas se connaître du tout. J'étais drôlement gênée. Seulement mon père, qui sait toujours y faire, il dit, maintenant que vous avez bu le café, vous allez faire un tour au Palu. C'était la bonne idée, parce que, en Palu, on s'est dit, on se connaît pas, mais on s'est dit des choses, et la discussion est partie. Alors, on s'est revus le lendemain, et le surlendemain. Il fallait quand même se rencontrer, parce qu'il m'a dit, je finis mon service au mois de septembre et on se fiance en octobre. Alors je dis non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop court. Et il me dit, Yvette, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'après, je serai 4 mois sans venir et il faudra préparer le mariage. Alors moi je dis, oui, mais ça va trop vite pour moi, parce que on avait quand même 21 et 22 ans, mais parce que je savais pas comment faire autrement, parce que attendre 1 an, pour lui, ça paraissait beaucoup, hein. Ah ben c'était fait, hein, du fait de la première lettre que j'avais acceptée. Pour lui, c'était son choix, était fait, hein. Même les fiançailles passées, c'était vouloir dire oui, hein. On s'est mariés à Briec. Papa est tombé malade 8 jours après mon mariage. C'est là que j'ai vu aussi qu'il était capable d'aider à la boucherie, puisqu'il fallait bien donner un coup de main, papa hospitalisé. Et on nous a dit, au bout du mois, il pourra pas reprendre à travailler, la maladie de Charcot. Il a fallu vendre en 3 mois. Il a fallu vendre très vite. Au 1er novembre, c'était vendu. Comment? Vous vouliez être maman? Ah oui, au moins en avoir 3. Comme j'avais pas profité de mon frère avec 10 ans d'écart. Et mon mari n'avait pas eu de frères et sœurs. Alors, on avait dit 3. On avait dit 2 ans. C'est bien quand notre fille a eu le temps de voir pour ces 2 ans. Oh, on va peut-être attendre un petit peu. Puis les fins de congé ont fait qu'on a commandé notre fille. Ça fait 2 ans pile comme notre espoir. C'est marrant, ouais. Alors, quand mon mari était là, quand elle pleurait la nuit, il la prenait dans son lit, mais quand elle pleurait la nuit, c'est moi qui la prenais quand j'étais toute seule. Oui, parce que du coup, votre mari était souvent pas là. Ah oui, il partait. Oh, il partait 4 mois, 2 mois, ou 3 mois, 1 mois et demi, ou quelque chose comme ça. J'ai fait partie très vite de l'association familiale maritime. On a commencé à se réunir ensemble, mais on faisait pas grand-chose, un peu de couture, un peu de trucs. Et là, je suis devenue présidente. Alors le jeudi, j'allais ouvrir, on était une dizaine, c'était pas grand, on pouvait pas recevoir plus. Mais ça a été important parce que ça nous faisait nous retrouver, femmes de marins, seules, une fois la semaine, entre nous. Eh ben, ça nous faisait du bien. Ça m'a aidé, moi, ça, à vivre à la vie de marin, là. Ah, j'ai trouvé très dur. Quand il était en congé, c'était la joie, la fête. Au bout de 3 jours, on avait oublié la séparation. Et lui, il riait pendant 2-3 jours les enfants. Après, c'est moi, papa.
Parce qu'on m'avait bien dit, les anciennes, quand votre mari sera parti, ne prenez pas un enfant dormir avec vous dans votre chambre, parce qu'au retour, le mari ne trouvera pas sa place. Au moment qu'on m'avait dit, parce que j'aurais fait. Il trouvait sa place, et il a pris sa place de marin que beaucoup de marins ne prenaient pas, parce que ils étaient en congé, ils lâchaient, ils avaient besoin de la pêche partout. J'ai été gâtée d'avoir un mari comme ça. Il faisait son rôle de papa. Ah oui, elle était heureuse. Ah oui, j'ai pas regretté. Ah, c'était un bon papa. Et quand la nouvelle arrivait qu'il partait, 15 jours avant, oh là là, ça pouvait être dur. Alors, il a dû prendre sa retraite à 51 ans et demi. Alors là, j'étais contente de soit à la maison, mais on a aussi beaucoup voyagé. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet entretempspodcast.com. Si vous aimez mon travail, vous pouvez également me soutenir en devenant membre de mon Patreon. Il vous suffit de taper Patreon/Capucine Jacob. Enfin, n'hésitez pas à parler autour de vous du podcast et à commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça aide vraiment le podcast. À très vite.